Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions de la Table Ronde, présentent Élisabeth II, Une vie, un règne, de Marc Roche, interprété par Sarah Jalabert. Introduction. Février 2012 marque le 60e anniversaire de l'accession au trône d'Élisabeth II. C'est en soi une raison suffisante pour consacrer un livre à la personnalité qui incarne l'histoire contemporaine du Royaume-Uni, d'autant que par-delà les festivités qui marqueront l'événement, Londres sera l'hôte, en 2012, des Jeux olympiques d'été. Mais il y a plus. Au fil de ces dernières années, le pays a profondément changé. Devenu cosmopolite, il est moins tolérant et plus divisé que jamais. L'Écosse a un gouvernement provincial ouvertement indépendantiste. La paix en Irlande du Nord demeure fragile. L'alcoolisme et la violence des jeunes ont empiré, comme l'attestent les émeutes de l'été 2011. Les inégalités sociales se sont creusées. Les institutions, le Parlement, la justice, la police, les médias, l'Église, ont été déstabilisés par une série de scandales. Notes de frais des députés, écoutes illégales du News of the World, pédophilie. En outre, la crise financière a bouleversé la donne. En tant que correspondant à Londres du quotidien Le Monde, j'ai couvert de très près la tourmente bancaire qui s'était abattue sur la planète en 2008-2009 et qui se poursuit de nos jours. Or, au même titre que la City, Buckingham Palace est l'un des emblèmes du Royaume-Uni. Élisabeth II manifeste peu d'intérêt pour les débats d'idées, qui lui paraissent un art stérile. Quant aux grands dossiers économiques, il n'intéresse pas vraiment une souveraine qui ne porte pas d'argent sur elle et n'a jamais signé un chèque de sa vie. Reste que la pire crise financière depuis les années 1930 ne pouvait pas laisser indifférente cette rentière à la tête d'une fortune personnelle considérable, constituée d'un important parc immobilier et d'un joli portefeuille d'actions et d'obligations britanniques. En novembre 2008, 2 mois après l'effondrement de la banque Lehman Brothers et le déclenchement de la bourrasque des crédits à risque, connue sous le nom de subprimes, la souveraine, qui ne commente jamais les questions d'actualité, est sortie de sa réserve lors d'une visite à la London School of Economics en demandant à ses hôtes « Pourquoi personne ne s'est-il rendu compte de la gravité de la situation ?» À ses yeux, ce qui se passe dans la City n'est rien de plus que du jeu légalisé, et les jeunes gens arrogants qui s'y agitent, de vilains spéculateurs. Comme le faisait remarquer le président Mitterrand, c'est une vraie reine. À l'inverse d'un président élu au suffrage universel ou des familles royales du continent, une cloche de verre recouvre la vie quotidienne d'Élisabeth II. Elle n'a jamais donné d'interview à la presse. Aucun de ses biographes, même les plus sérieux, n'a eu accès à ses archives personnelles. Faire parler d'elle le moins possible. Tel est le leitmotiv de la cour, qui se referme comme une huître devant les questions des journalistes. En général, ceux qui savent ne se livrent pas, et ceux qui parlent ne savent pas grand-chose. Élisabeth II est une vivante page d'histoire. N'a-t-elle pas été l'interlocutrice de 12 premiers ministres britanniques, de 10 présidents américains, de l'ensemble des chefs d'État de la Ve République? En Grande-Bretagne, son effigie est partout, sur les timbres-poste et les billets de banque. Ses initiales ER
Élisabeth Regina, décore les parapheurs ministériels, les boîtes aux lettres rouges, les tentures de l'opéra de Covent Garden ou encore le costume rouge et or des hallebardiers au chapeau plat Tudor. Les passeports, les déclarations d'impôts et le permis de conduire sont émis en son nom. Les prisonniers sont détenus selon le bon plaisir de Sa Majesté. Certes, sur le plan politique, son champ d'action est limité. Selon la formule officielle, elle ne peut se permettre que de formuler des avertissements, donner des encouragements et des conseils. Si elle dispose de dossiers hautement secrets dans ses fameux coffrets rouges et d'un conseil privé composé des plus importantes personnalités du royaume, son pouvoir se résume à ajouter de son écriture ronde la formule exécutoire au bas d'un texte législatif « La reine le veut ». Ses sujets la respectent, faute de l'aimer. La population apprécie que la souveraine, à l'inverse de ses enfants et petits-enfants, n'ait jamais été mêlée au moindre scandale. On loue de surcroît son assiduité à la tâche. Les républicains les plus endurcis critiquent le système, mais pour rien au monde, ils ne dénigreraient Élisabeth II, au-dessus de tout reproche. Les passions partisanes de l'élection présidentielle française à venir nous amènent en outre à nous interroger sur les avantages du système monarchique à l'anglaise, au-dessus de la mêlée politique. L'instauration de la République a créé une rupture dans la continuité politique de la France. Les Français républicains ont toujours eu la fibre un peu monarchiste. Le silence du monarque, dit-on, vaut tous les discours d'un président. Le style présidentiel, après tout, apparaît comme un amalgame surprenant de royauté et de républicanisme. L'étrangeté de la monarchie britannique, avec ses châteaux, bijoux, chevaux, uniformes et bibis, fait l'objet d'une curiosité et parfois un peu goguenarde dans l'Hexagone, mais le plus souvent admirative. L'ambition de ce livre est d'essayer de comprendre comment, après 6 décennies de règne, Élisabeth II a su garder son prestige intact et asseoir plus solidement que jamais la monarchie britannique. Et de montrer que cette monarchie, en restant garante de la démocratie, constitue aujourd'hui le dernier rempart moral contre les dérives du libéralisme économique.